Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast de Solutions Autonomie, développeur de logiciels pour les installateurs de panneaux solaires, mais pas que, puisque comme vous le savez, nous donnons également la parole à ces professionnels de l'industrie. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, puisqu'il s'agit d'un épisode en collaboration avec le Podcaston. Le Podcaston, c'est quoi? C'est une initiative qui vise à regrouper des milliers de podcasteurs à travers la planète pour mettre en avant des associations caritatives. De notre côté, chez Solutions Autonomie, on a décidé de mettre en avant Solaires sans frontières. C'est une association qui forme et accompagne les ONG œuvrant pour l'accès à l'énergie dans les zones du monde à précarité énergétique. Et qui mieux que Gérard Moine, le fondateur de Solaires sans frontières, pour venir nous parler de cette association. Mais Gérard, ce n'est pas seulement Solaires sans frontières, loin de là. Il fait partie des pionniers du solaire en France. Il a commencé sa carrière dans les années 70. Il a été le premier producteur solaire français raccordé au réseau. Il a rédigé des publications pour l'ADEME. Il est l'auteur du livre Électricité solaire photovoltaïque. Il est le fondateur de Solar Coop. Il est le fondateur des centrales villageoises du Pays Morgantais. Et il a même été décoré chevalier de l'Ordre national du mérite. Waouh! Alors aujourd'hui, à travers Solaires sans frontières, on revient sur le parcours exceptionnel de Gérard Moine. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Solutions Autonomie. Et je suis toujours en France pour cette deuxième saison et je suis en compagnie de Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour. Pour commencer, question simple, comment ça va? Tout va bien. Bien, et du soleil. On est proche de Lyon. Tout à fait. C'est ça? Journée froide mais ensoleillée. Oui, donc parfait pour le solaire. Exactement. Génial. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un épisode pour le Podcaston qui sert simplement à mettre des associations caritatives en avant, dont celle de Gérard qui est Solaires sans frontières. Avant qu'on aille sur ce sujet-là, on a mangé ensemble ce midi. T'es un peu une légende dans le solaire. Certains même ont dit que t'étais un dinosaure du solaire, dans le bon sens évidemment. T'as une expérience et une carrière incroyable dans le solaire. Donc j'aimerais qu'on commence par ça. Gérard Moine, qui es-tu? Bon, écoute, effectivement, comme tu le dis, je suis un ancien du solaire puisque j'ai démarré le solaire en 1979. Donc ça fait déjà pas mal d'années. En France? Voilà, en France. Voilà, je suis de formation ingénieur Supélec et j'ai voulu vraiment faire ma carrière dans le domaine du photovoltaïque. Après une expérience en Afrique, où là j'ai découvert justement le potentiel de l'énergie solaire. C'est ce qui m'a motivé pour pouvoir m'impliquer dans le photovoltaïque. Donc dans ces années-là, évidemment le solaire n'est pas du tout développé en France? Non, c'était très marginal. Donc c'était plutôt le nucléaire qui était plutôt en phase de se développer. Ouais. Mais moi, je me suis passionné pour cette énergie. J'ai dit c'est la solution d'avenir. Donc toi, tu l'avais déjà vu à l'époque? Oui, parce que le fait d'avoir vécu 2 ans en Afrique, j'ai vu qu'il y avait un potentiel énorme et beaucoup de gens qui n'avaient pas encore l'électricité. Mm-hmm. Et j'ai dit, mais le photovoltaïque qui commençait, disons, à commencer à en discuter un petit peu à l'époque, j'ai dit, ça doit être la solution. Ça te paraissait une évidence, quoi? Oui, avec tous les avantages. Alors évidemment, le solaire a coûté encore très très cher, très marginal. Mais c'est pour ça que j'ai voulu m'impliquer pour voir dans quelle mesure je pouvais pas aider au développement de cette filière. Je reviens juste sur la formation. C'était une formation sur le solaire déjà à l'époque? Alors, Supélec, effectivement, avait démarré en 79 une formation sur le solaire. C'est assez étonnant. Et oui, je dirais. Donc moi, j'ai profité de cette occasion pour me spécialiser. C'était en fin de cursus, disons, 2-3 semaines, je dirais, de spécialisation, du moins voilà, où on voyait un petit peu le solaire, aussi bien thermodynamique que photovoltaïque. D'accord. Surtout le photovoltaïque qui m'intéressait. Ok. Donc là, tu pars en formation. Tu as parlé aussi de l'Afrique. Donc en fait, ta carrière technique, elle commence en Afrique avant la France finalement? Oui, parce que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer donc une entreprise en France qui est en région parisienne, qui voulait se développer justement dans le domaine du photovoltaïque. Okay. Parce qu'auparavant, elle travaillait dans le domaine, disons, des piles industrielles. Mm-hmm. Elle pensait justement que le photovoltaïque avait un avenir. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre cette société. Et l'objectif, c'était effectivement de pouvoir équiper des sites isolés, essentiellement en Afrique, parce que là où il n'y a pas le réseau,
et là où le photovoltaïque pouvait malgré tout être compétitif par rapport à d'autres solutions. Comme les génératrices, gasoil, diesel. etc. Donc, ce qui m'a donné l'occasion de travailler pour l'Afrique sur les sites isolés, bien avant qu'on parle des photovoltaïques raccordés au réseau. D'ailleurs, notre première discussion était directement presque sur le site isolé, parce que c'est un peu notre de là où je viens aussi. Donc, ouais, c'est vrai que on a deux marchés différents. Ah oui, rien à voir si je puis dire. C'est vrai que le site isolé, l'objectif c'est quoi? C'est d'apporter un minimum, disons, vital pour fonctionner, pour faire fonctionner différents appareils. Donc au niveau de l'habitat, c'est l'éclairage, radio, télé, etc. Et puis dans le domaine industriel, c'est plutôt le domaine des télécommunications. Donc là, disons, c'est une solution. Il n'y a pas bien d'autres solutions alternatives, si ce n'est des génératrices, mais qui sont pas forcément adaptées pour les sites isolés, compte tenu de leur coût de fonctionnement, leur fiabilité. Donc là, tu es en Afrique. J'imagine que c'est toi qui amènes cette expérience-là pour développer les projets là-bas. Tu m'as également dit que tu étais un des premiers producteurs solaires raccordés au réseau en France. Voilà, donc ça, c'est plus tard, disons en 92. Le photovoltaïque, on commençait à en parler, disons, essentiellement en Europe, en Allemagne, en Suisse. On a dit, tiens, pourquoi pas en France? Donc, on a monté dans le cadre professionnel un projet de 6 installations raccordées réseau. Et donc, j'ai proposé mon habitation comme cobaye. Une fabrication qui est ici, en fait. Oui, qui se trouve à Mornan, donc dans le département du Rhône. Et voilà, on a mis 2,2 kW crête, ce qui était déjà important à l'époque. C'était des panneaux de quelle puissance, là? 50 watts, non? Panneaux de 46 watts crête. Waouh, oui, c'était précis. Chaque watt crête. Voilà, 48 panneaux de 46 watts crête pour faire 2,2 kW crête. L'objectif, c'était de pouvoir compenser sur l'année avec la production solaire par rapport à la consommation. Voilà, donc je me suis raccordé en autoconsommation. Oui, parce que les tarifs d'achat n'existaient pas à l'époque, de toute façon. Donc, c'était la première installation raccordée réseau en France. Et d'ailleurs, ERDF à l'époque a tout fait pour me dissuader, puisque il disait que le photovoltaïque, c'était pour les pays d'Afrique, c'était pas pour la France. Et il me dit, si vraiment que ça pouvait pas fonctionner avec un onduleur, ça crée des perturbations sur le réseau. Que si je voulais vraiment me raccorder sur le réseau, il fallait, avec mes cellules solaires, j'entraîne une génératrice un moteur courant continu qui entraîne ensuite un alternateur pour se retrouver dans le cadre de l'hydraulique. Voilà. Donc, évidemment. Oui, c'était loin du compte. On était loin du compte. J'ai quand même réussi à faire cette installation, disons à titre pilote. Et ils ont toléré, on va dire, cette installation raccordée réseau. Ils sont venus ensuite voir comment elle fonctionnait. Ils m'ont avoué clairement qu'ils ne connaissaient rien en solaire. Et bon, ils l'acceptaient, disons, à titre expérimental. Et est-ce que cette centrale, elle fonctionne toujours? Alors, cette centrale a très bien fonctionné pendant 29 ans. Malheureusement, l'an passé, j'ai mon onduleur qui a claqué. Tu l'avais jamais changé en 29 ans? Je l'avais jamais changé. Waouh, Ça, c'est très intéressant. Voilà. L'onduleur a claqué. C'était un onduleur centralisé qui gérait l'ensemble des panneaux. Et donc, avant de changer l'onduleur, j'en ai profité pour démonter un certain nombre de panneaux pour pouvoir les faire retester à la société Photowatt. Pour savoir dans quelle mesure ils avaient perdu. Dans quel état ils étaient? Voilà. Donc, globalement, ils avaient perdu autour de 25% de puissance, je dirais au bout de 30 ans. Waouh, Donc, est-ce qu'ils avaient déjà des garanties à cette époque, ces panneaux, ou pas, comme on a aujourd'hui? Alors, il n'y a pas la garantie aussi importante que maintenant. C'est une garantie de dizaines d'années maximum. Mais bon, je dirais ils sont largement amortis. Mais je souhaite malgré tout les conserver pour pouvoir voir justement dans le temps comment ils vont ensuite évoluer en termes de performance. Super intéressant. Donc là, tu installes ça dans le début des années 90. C'est quoi la suite de ta carrière après ça? Alors, après les années 90, j'étais donc une fonction de directeur technique dans un bureau d'études. Solaire? Voilà. Et essentiellement sur le photovoltaïque, où vous êtes justement des études pour des applications professionnelles, donc des études de faisabilité, de maîtrise d'œuvre, aussi bien dans le domaine du raccord des réseaux que dans le domaine des sites isolés. Donc voilà, ça m'occupait toute ma carrière et je me suis impliqué aussi à ce titre-là dans des groupes de normalisation pour tout ce qui est
définition des référentiels de normes pour les mises en œuvre d'installations photovoltaïques, aussi bien raccordées réseau que en site isolé. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que ces gens-là sont venus te chercher parce qu'ils ont dit, OK, Gérard Moine, on sait que c'est une personne qui connaît, qui est là depuis longtemps, ou est-ce que c'est toi qui as voulu t'investir déjà Alors, j'étais déjà sensibilisé à tout ce qui est protection des biens des personnes dans le domaine du photovoltaïque. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'avais proposé à l'ensemble de la profession de faire un guide, disons, des bonnes pratiques, des règles de l'art. Et voilà, donc ce guide est sorti, il a fait office, disons, de référence pour la profession. Et ensuite, quand le groupe de travail AFNOR au niveau français s'est intéressé au photovoltaïque, ils m'ont sollicité parce qu'ils ont vu que j'avais... Vous avez vu ton nom en bas de la couverture. J'avais réfléchi un peu à la question, donc j'ai intégré le groupe de travail. Et voilà, j'y suis resté plusieurs années pour contribuer à l'élaboration de ces guides. Et donc, après la fin de ce bureau d'études, c'est en quelle année que tu arrêtes ça? Donc, j'ai terminé en 2013. D'accord. J'ai fait valoir mes droits à la retraite. Retraite bien méritée, d'ailleurs. Voilà. Et j'avoue qu'une retraite, c'est un bien grand mot parce que j'ai continué, parce que le domaine me passionnait. Et j'ai pensé qu'il était peut-être bon de pouvoir mettre un petit peu toute mon expérience, en faire profiter à d'autres. C'est pour ça que j'ai écrit un ouvrage sur le photovoltaïque. Celui-ci, voilà, que tu m'as généreusement offert d'ailleurs. Je te remercie encore parce que c'est un très beau cadeau. Ça va devenir ma nouvelle Bible. Donc c'est l'électrification solaire photovoltaïque. On peut trouver ce livre, j'imagine. Oui, la librairie des énergies renouvelables en ligne. Parfait. Sans problème, il est disponible. Ok, allez-y. Donc 2013, tu nous dis tu prends ta retraite, mais comme tu le dis, tu ne t'arrêtes pas. Il y a 3 gros projets que tu développes qui sont Solaire sans frontières, on va y venir, Solar Coop et des producteurs, communauté de producteurs indépendants, c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler de ces deux-là et on parlera un peu plus en détail de Solaire sans frontières après? Voilà, donc justement au niveau local, il nous a semblé intéressant de pouvoir, disons, produire localement son électricité. Donc on a créé sur la région mornantaise une société coopérative, qui s'appelle Centrale Villageoise des Pays Mornantais, où il y a 280 actionnaires, justement pour pouvoir investir dans des installations photovoltaïques raccordées réseau. Local. Voilà, sur des toitures qui nous appartiennent pas, généralement des privés, que ce soit des collectivités. Et ces générateurs photovoltaïques, eh bien, on loue les toitures pour produire de l'électricité et on injecte dans le réseau. Voilà. Donc, on en a fait 26 installations dans un premier temps. D'accord. Une plus récente, de plus de 200 kilowatts également. Donc, voilà, et on continue. Super. D'investir. Voilà. Mais ça, c'est un investissement collectif. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de particuliers qui souhaitaient investir par eux-mêmes, qui venaient nous solliciter en disant « Est-ce que vous pouvez nous accompagner sur le photovoltaïque ?» On a dit « Pourquoi pas ?» Et là, on a fait cet accompagnement, cette fois à titre individuel, pour donner les bons conseils. Et puis on s'est aperçu que nos structures collectives n'étaient pas adaptées pour ça. On a donc créé une autre, je dirais, structure, on appelle Solar Coop. C'est une coopérative qui a pour but d'accompagner les particuliers dans leurs projets individuels. Alors avec 2 volets, 2 activités, c'est soit pour la mise en œuvre d'installations photovoltaïques de 3 à 9 kilowatts réalisées par des professionnels. Donc fourniture et installation là. Voilà, mais Solar Coop fait l'étude de faisabilité technico-économique gratuite en amont. D'accord. Et voilà, le particulier reçoit donc son petit dossier d'études. Et s'il veut aller plus loin, on le met en relation avec un installateur local du réseau Solar Coop qu'on a sélectionné pour pouvoir passer en phase de réalisation. Donc vous êtes un peu les garde-fous, on va dire, parce qu'on sait que malheureusement ça existe encore des oui, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de sociétés qui étaient malveillantes, qui cherchent une chose, c'est faire, disons, vendre des installations à des prix prohibitifs ou faire du mauvais travail, sont là, je dirais, pas du tout dans le même état d'esprit que ce qu'on souhaite faire. Et on a dit, si on continue, on va décourager les gens à faire du solaire. Absolument. Voilà, donc on essaye de les accompagner le plus honnêtement possible pour que, ils aient un tiers de confiance. Et tu disais le deuxième volet de Solar Coop, c'est quoi? Alors, deuxième volet de Solar Coop, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas investir plusieurs, disons, entre 8, 7 000 à 20 000 euros, eh bien, ceux qui ont pas ces possibilités financières ou alors ont des toits trop petits, on propose des kits photovoltaïques
de 1, 2, 4 panneaux où les gens peuvent installer eux-mêmes leur kit sans être obligés de passer par un professionnel. D'accord. L'avantage, c'est que ça permet de réduire, disons, leur Le coût facture d'acquisition d'électricité, et voilà. Mais par contre, il peut pas revendre l'électricité c'est sur le l'autoconsommation. réseau dans le cadre de l'obligation d'achat. Ok, donc pas de revente du kilowattheure, c'est Pas dans le cadre de l'autoconsommation pure. l'obligation d'achat. Mais par contre, techniquement, on s'entend que si la production est plus élevée que la consommation, indirectement, le kilowattheure Bien sûr, sera donné généreusement au réseau. Voilà, le principe reste le même dans tous les cas. Ok, je vais vous mettre les liens dans la description pour que vous en appreniez un petit peu plus sur ces deux entités. Et maintenant, on va arriver à ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, donc Solaire sans frontières que tu as créé. Est-ce que tu peux nous dire, avant de nous dire ce que c'est, mais à quel moment ça a germé dans ta tête, à quel moment tu as vu ce besoin-là de faire ça? Alors, c'est vrai que pour avoir parcouru pas mal l'Afrique, j'ai vu que le solaire, c'était vraiment la solution. Et il y avait pas mal, disons, de réalisations qui étaient faites par des associations, des ONG en Afrique. Et malheureusement, en les auditant, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'installations qui fonctionnaient pas ou mal. Ça, c'était en quelle année à peu près? Ah ben, c'était dans les années déjà 80, les 90, 92, disons, en faisant mes missions en Afrique dans le cadre professionnel, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'installations qui ne fonctionnaient pas. Donc on a dit, c'est dommage pareil, on va donner de mauvaises images du solaire en Afrique. Et puis l'autre opportunité, c'est que il y a un fabricant français qui nous a sollicité en disant, on a un certain nombre de panneaux solaires dont on n'a plus l'utilité. Est-ce que ça peut vous être utile ou pas? D'accord. Et cela, ça nous a donné l'occasion en disant, oui, pour l'Afrique, ça peut être utile. Donc on a décidé de créer Solaire sans frontières, donc en 2012 justement, pour pouvoir bénéficier de ces panneaux solaires et ensuite justement accompagner les ONG pour les projets solaires. Okay. Donc tu crées ça 1 an avant ta retraite, donc tu voilà. Un peu aussi dans l'optique en disant que j'aurais de quoi m'occuper pour la retraite. Excellent. Est-ce que tu peux nous raconter concrètement comment est-ce que vous êtes dans cette association? Alors, dans l'association, on est plus d'une 40aine d'adhérents. Ok. Mais en pratique, je dirais, on est une dizaine vraiment d'actifs. Le cœur. Je dirais, voilà, le noyau dur, si je puis dire. Et avec l'objectif, c'est justement de pouvoir faire des réalisations concrètes, je dirais, au niveau d'association, et ça reste pas uniquement au niveau de la communication. D'accord. Donc comment ça se passe concrètement Solaire sans frontières? Est-ce que c'est qu'en Afrique? Est-ce que ça peut être en Asie? Est-ce que c'est les gens qui viennent voir pour des projets? Comment vous fonctionnez? Alors, d'abord, Solaire sans frontières, la mission, c'est vraiment d'accompagner des associations, des ONG, qui elles montent des projets solaires dans les pays du Sud, on va dire, et justement donc pour les accompagner essentiellement sur le plan technique. D'accord, donc elles viennent chercher l'expertise en fait qu'elles n'ont pas. Exactement, donc elles nous sollicitent, elles présentent leur projet, nous on analyse leur projet, et si on retient ce projet en fonction de disponibilité, en fonction de l'intérêt. Vous êtes limité à... Voilà, on retient le projet dans ces cas de fois, on propose un accompagnement de A jusqu'à Z, jusqu'à la phase réalisation. Excellent. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un projet que vous avez réalisé pour qu'on comprenne un petit peu l'étendue le côté technique aussi, mais aussi l'impact que ça a localement, ce genre de projet? Alors typiquement, c'est une association, que ce soit en Afrique, c'est souvent d'ailleurs en Afrique, c'est une association locale qui est existante, qui est souvent en partenariat avec une association, on va dire européenne ou française, souvent dans le cadre d'un partenariat. Donc typiquement, ils disent on va éclairer une école, ou mettre justement à disposition aussi des ordinateurs, etc. Donc l'association, généralement locale ou en France, nous sollicite et on leur demande d'exprimer leurs besoins. D'accord. Donc typiquement, on veut tant de lampes d'éclairage, un temps de lampe qui fonctionne pendant tant d'heures par jour, on veut un ou deux ordinateurs, on veut une imprimante, etc. Donc elles expriment leurs besoins. Et souvent, ces associations ne peuvent pas associer l'énergie, la puissance correspondante, donc elles expriment sous forme de besoins. Et nous, à partir des besoins, on va transformer des besoins en quantité d'énergie et en niveau de puissance. Donc vous allez mettre des chiffres en face, c'est-à-dire des chiffres techniques. Donc voilà ce qu'il vous faudrait pour alimenter tout ça, mais également le coût de tout ça. Tout à fait. En optimisant d'abord les bons récepteurs pour être les plus performants possibles. À partir de là,
on fait un dimensionnement, c'est-à-dire combien de panneaux solaires, de batteries, etc., pour pouvoir satisfaire ses besoins. Donc là, c'est toujours des sites isolés généralement. De toute façon, enfin souvent. Hein. Ouais. Et puis ensuite, on évalue justement le coût du matériel. D'accord. Alors deux possibilités, soit le coût du matériel acheté localement sur place quand c'est possible, ou alors le coût du matériel qu'on pourrait se procurer en France. D'accord. Et ensuite, on propose justement à l'ONG une estimation de prix. D'accord. Et avec la possibilité donc de les accompagner localement sur place par le bénévole de Solaire sans frontières pour pouvoir assurer l'accompagnement des installateurs locaux. Ça oui, donc il y a aussi un aspect éducation beaucoup là. Et voilà, et l'aspect formation. D'accord. Donc dans la mesure des possibles, on propose d'accompagner. Et souvent les ONG ou associations se font financer par des fondations ou autres. Donc elles intègrent, outre le prix des matériels, éventuellement l'accompagnement de bénévoles pour justement assurer. Parce que ce qui est essentiel, nous, c'est d'assurer le transfert des connaissances. Il faut que les installateurs puissent acquérir le savoir-faire pour ensuite assurer la maintenance. Oui, c'est comme pêcher pour quelqu'un ou apprendre à pêcher, c'est exactement ça. Est-ce qu'on pourrait parler aussi un petit peu des gens qui sont dans cette association? D'ailleurs, on les salue tous et on les remercie. C'est quoi leur profil? C'est qui les gens qui s'investissent? On trouve un peu de tout. C'est essentiellement des personnes qui viennent du milieu solaire pas forcément. Hein. Et alors, il y a des anciens installateurs, par exemple, qui, eux, ont terminé leur activité professionnelle, souhaitent poursuivre et mettre à disposition leurs connaissances. Alors, pas toujours dans le site isolé, parce qu'il y a beaucoup d'installateurs qui ont fait essentiellement du raccord des réseaux. Mais nous, au niveau de Solaire sans frontières, on fait aussi des formations pour former des gens au site isolé, on va dire, aux spécificités du site isolé. Donc, viennent des personnes d'autres associations, mais également des bénévoles qui souhaitent se performer. Et on fait beaucoup aussi de pratiques pour pouvoir acquérir les connaissances. Et ensuite, ces bénévoles, généralement, ils partent par deux dans les pays du Sud pour réaliser des projets. Donc, on en a fait essentiellement à Madagascar, au Burkina Faso. Oui, ça va être ma question. C'est quoi les pays généralement où vous allez? Disons que dans les pays d'Afrique essentiellement francophones, ça c'est un fait. Les pays où on peut y aller, je dirais, en termes de sécurité, parce que, prenons l'exemple du Burkina Faso, on y est allé il y a quelques années, maintenant il n'en est plus question. C'est en termes de sécurité, voilà. Donc, c'est essentiellement Madagascar, on a pas mal de projets, de contacts. Le Sénégal, le Togo, et puis différents pays selon la demande. D'accord. Donc, mais on s'adapte un petit peu en fonction de la demande. Donc, ce que vous disiez, vous êtes limité évidemment par le nombre de projets, parce que j'imagine que c'est pas l'envie qui vous manquerait de prendre tous les projets qu'on vous soumet. Évidemment, de toute manière, on prend des projets, ceux qui nous semblent les plus viables, et puis ceux qu'on peut réaliser, parce que on est une petite équipe, on peut pas faire face à tout, et on se concentre essentiellement justement sur le besoin d'accompagnement, on pourra pas de toute manière traiter. Vous triplez, vous dupliquez, ok. Et c'est quoi les types de projets? Tu disais, ça peut être des écoles, des hôpitaux, c'est toujours des projets d'intérêt collectif. D'accord. Donc, c'est-à-dire, typiquement, l'électrification d'écoles, d'électrification de dispensaires, le centre de santé. Ça peut être aussi par exemple, une zone de maraîchage où il y a lieu de faire du pompage, dans l'intérêt collectif. Voilà, ce sont essentiellement de ce type de projet. Donc, on analyse pour voir si ça profite pas, disons, à un particulier, un privé, que ça, que c'est un intérêt collectif. L'échelle de temps d'un projet comme ça, entre le moment où tu as des associations qui viennent te voir pour dire voilà le projet qu'on veut porter avec vous, et le moment où tu as tes gars sur place qui forment pour l'installation, etc., c'est quoi l'échelle de temps là? On va dire typiquement c'est l'heure d'une année. Une année, ouais. Voilà, du temps de prendre contact, analyser les besoins, faire le dimensionnement, ensuite rechercher aussi les fonds. Alors, c'est pas forcément nous qui allons les chercher, mais on peut donner des pistes, disons, aux associations pour solliciter telle ou telle fondation. Peut-être des mises en relation. Voilà, des mises en relation.
Et dans la mesure où nous, on fait un dossier technique pour l'association, ça facilite aussi, disons, l'introduction auprès d'autres fondations qui nous connaissent. Oui, vous commencez à avoir une certaine notoriété. Voilà. Et ensuite, donc, une fois que les fonds sont identifiés, eh bien, on monte le projet, mais toujours en collaboration avec des équipes locales. Ok. Voilà. Ok. On veut surtout pas de projet parachuté. Oui, non, c'est sûr. On sait que ça marche pas. Et ne pas savoir ce qui se passe. Voilà, ça. Donc, il faut qu'il y ait d'ailleurs l'implication financière locale pour que ça marche. Sinon, si c'est tout cadeau, on sait bien que ça marchera pas. Alors, c'est pas une question que j'ai là, mais elle me vient comme ça pendant qu'on parle. Est-ce qu'il y a un aspect politique dedans? Est-ce que tu vois des fois des gouvernements, pas qui s'immiscent, mais tu sens qu'il y a une ombre un peu comme ça qui gère des choses derrière ou? Alors, non, on peut dire que de ce côté-là, nous, on passe pas par les entités d'État? Les institutionnels. On passe toujours par des structures associatives. Donc, ça peut être des associations, mais également, je dirais, des fondations religieuses, par exemple, sur place. Donc, c'est beaucoup plus facile parce que quand on arrive dans le domaine de l'État, ça devient très compliqué. Voilà. Donc, c'est plutôt, disons, d'association à association, ONG, etc. C'est beaucoup. Donc, t'as pas à gérer ce genre de choses. Non, ça devient trop compliqué. Oui, c'est un peu ça ma question. Oui. Est-ce que toi, tu continues à te déplacer en Afrique? Alors oui, je me déplace, un peu moins maintenant, mais je me déplace surtout quand il y a des besoins de formation. D'accord. Parce que, on va dire... T'es le référent chef formateur. Mais je tiens aussi quand même à rester sur place parce que, pour faire des audits, pour des projets, parce que c'est important de rester en contact avec la réalité du terrain. Bien sûr, absolument. Donc, voilà, pas plus... Je vais partir prochainement au Togo pour 3 semaines, justement, pour faire de la formation dans le domaine du solaire. Et est-ce qu'il vous arrive de revenir après pour, si vraiment les personnes formées sur place soit sont parties, soit ont des enjeux techniques, est-ce que vous renvoyez des gens de chez vous pour essayer de gérer ça ou comment ça se passe, le SAV? Prenons l'exemple de Madagascar. Chaque année, pratiquement, on y va. Ok. Donc, d'une année sur l'autre, on va souvent retourner sur les projets qu'on a pu accompagner pour vérifier si tout fonctionne bien. D'accord. Et en principe aussi, là-bas, on a un référent, Solaire Sans Frontières, qui est une personne qui connaît très bien le photovoltaïque depuis qu'on a commencé. Eh bien, c'est pareil, c'est elle qui assure, disons, le service. Oui, parce qu'elle est là localement, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, s'il y a besoin d'un appui, elle revient vers nous. Mais bien sûr, on essaie de suivre parce que notre objectif, c'est la pérennité. Et s'il y a un souci, c'est savoir pourquoi. Alors, ça peut un matériel défaillant. Donc, ça arrange toujours pour trouver une solution. Quand on choisit le matériel, d'imaginer en cas de panne qu'on puisse trouver localement du matériel équivalent pour faire un remplacement. Et ou aider la ressource sur place pour comprendre ce qui se passe. Ok. Et là, je vais aller sur le côté un peu mon côté geek du solaire. Est-ce que tu peux nous parler techniquement d'un projet que t'as aimé développer là-bas en termes de puissance solaire, même AC, onduleur, DC, ce genre de choses techniquement? Dans le cadre de Solaire Sans Frontières ou d'une manière générale? Alors, je sais qu'on a parlé d'un projet ce midi et on en parlera après parce que c'est vraiment fou, mais pour l'instant, dans le cadre de Solaire Sans Frontières. Donc, on a une idée de est-ce que c'est un champ solaire d'1 méga, est-ce que c'est 2 kilos, est-ce que... Alors, on choisit effectivement des installations, on va dire, de petite puissance. On va dire c'est quelques centaines de watts crête à quelques kilowatts crête ou dizaines de kilowatts crête. D'accord. Mais pas de là. Donc c'est très très optimisé, j'imagine, de toute façon là. Voilà. De toute manière, on veut que ça soit aussi géré localement par des compétences locales. Après, quand c'est des installations beaucoup plus importantes, ça des financements, ça rend des projets institutionnels. Et c'est d'autres acteurs qui interviennent. Qui peuvent pas être gérés par des associations comme ça. Donc, nous, et puis on veut que financièrement, ça reste à une taille humaine. Voilà. Ok. Aujourd'hui, est-ce que, en tant qu'association, vous rencontrez des difficultés? Ça serait quoi ces difficultés gouvernementales, financières? Non, les difficultés, d'une manière générale, et je pense que ça c'est vrai pour toutes les associations qui font du solaire, c'est assurer la pérennité des installations. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que même si une installation est bien faite dès le départ, bien conçue, il faut malgré tout prévoir du remplacement de matériel. Alors typiquement, ce sont les batteries, les points les plus faibles, surtout les batteries plomb. Si elles sont mal utilisées, eh bien on sait très bien qu'elles ont une durée de vie qui peut être très, très réduite en fonction de leur cyclage, etc. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir un budget de fonctionnement pour le remplacement. Et la difficulté, c'est que
souvent en Afrique, ils n'ont pas tellement la culture, disons, de l'épargne, Oui. pour dire, eh bien, je mets de l'argent de côté pour pouvoir remplacer. Ou peut-être aussi l'utilisation réelle du projet solaire, parce qu'on peut calculer en fonction de certains besoins, mais dans la réalité, peut-être que... Alors, il y a aussi une difficulté, c'est que on dimensionne pour une certaine, je dirais, un certain nombre de besoins. Ouais. Et une fois que les gens ont l'électricité, ils s'aperçoivent que c'est fabuleux. Donc, ils ont tendance à augmenter leur consommation. Donc, il faut éventuellement prévoir. Donc, c'est ce que l'on fait dans le dimensionnement, prévoir certaines marges. Mais aussi savoir limiter, faire comprendre aux gens que on peut pas tout faire. C'est pas un réseau électrique on-off. Voilà, et donc justement faire des dispositions que si la batterie se décharge trop profondément, faire des alarmes, couper si besoin pour les rappeler à l'ordre, et bien faire comprendre que c'est dans l'intérêt de choisir. Ou alors concevoir des systèmes qui puissent évoluer. Ouais. Prenons l'exemple, si c'est photovoltaïque qui charge des batteries, ce qu'on appelle en continu, éventuellement avoir la possibilité de rajouter du solaire sur la partie, disons, secourue, ce qu'on appelle PV sur AC, pour pouvoir augmenter les puissances tout en gardant le générateur de base. Ouais. Donc ça, c'est selon les configurations, il faut prévoir cette évolution. Donc c'est vraiment, il y a deux volets, si je le comprends bien, c'est installer et former, c'est une chose, mais ensuite, c'est maintenir le système durant toute sa durée de vie. C'est la difficulté. Et voilà, c'est la pérennité des installations. Ouais. Et on s'aperçoit, si on veut que ça soit pérenne dans le temps, il faut vraiment que les installateurs soient formés. Et on voit, il y a encore trop d'acteurs en Afrique qui connaissent arrivent mal comme ça et qui balayent, qui ne maîtrisent pas la technique et font des erreurs qui inévitablement fera que ça va pas fonctionner longtemps. Malheureusement, il n'y a pas qu'en Afrique. Ça c'est dit. J'aimerais bien qu'on aille sur le côté aussi humain, parce que là on a parlé un petit peu de technique, association, etc. Ce que tu fais, c'est évidemment bénévole. On ne le rappellera jamais assez. J'imagine aussi que toi, tu vois aussi ces changements auprès des gens sur place, c'est-à-dire que leur vie change, tu leur amènes une nouvelle solution pour se loger, pour s'éclairer, pour chauffer, pour s'éduquer aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, de ce que tu vois au jour le jour sur ce côté-là? Ah oui, c'est toujours impressionnant quand on va dans une zone où il n'y a pas d'éclairage, disons d'électricité classique, ou alors c'est des petites lampes, je dirais à LED, qui fonctionnent. Et quand on installe l'électricité, on appuie sur le bouton. C'est presque de la magie. Voilà, c'est de la magie, c'est la magie du blanc, comme on dit. Mais et là, c'est vraiment, on partage l'émotion de ces gens qui voient ça pour la première fois. Ou alors quand un forage, quand on voit sortir de l'eau d'un forage, grâce au solaire. Ça change leur quotidien, on se rend pas compte. Exactement. Mais ça permet d'irriguer les champs, ça leur permet de boire de l'eau de qualité, ça change leur vie. Ouais. Donc, un watt crête ou un kilowatt crête là-bas, ça change la vie des gens. Ouais. Malheureusement, un kilowatt crête chez nous, raccord des réseaux, ça change pas la vie des gens. Non. Donc, on voit que l'impact du solaire n'est pas du tout le même, et c'est ce qui fait fabuleux, ce qui me donne cette passion, je dirais, pour le site raccordé, le site isolé, pardon, c'est l'impact, justement, disons, sur la vie des gens. Ouais. Dans le domaine de la santé, c'est pareil. On équipe des Vous faites aussi des dispensaires. Dispensaires pour faire fonctionner des réfrigérateurs, conservation de vaccins, justement pour les accouchements, pour pouvoir faire l'éclairage. Tout ça, ça change la vie, et c'est ça qui est fabuleux. Est-ce que tu comptes encore faire ça longtemps? Je dis souvent, tant que le soleil brillera. Oui. Mais bon. Donc justement, on va aller sur le côté le soleil brillera, sur l'avenir. C'est quoi l'avenir pour Solaire Sans Frontières? Solaire Sans Frontières, ce que je souhaiterais, c'est que les gens du Sud n'aient plus besoin de nous. Ça veut dire qu'on aura réussi. Donc pour le moment, on apporte modestement notre contribution, mais j'insiste, c'est surtout dans le transfert des compétences. C'est pour ça que c'est la formation. Notre maître mot, c'est la formation des acteurs sur place. Parce que si les acteurs sont formés, ils pourront mieux concevoir les installations, les installer, les maintenir. Et ça, c'est l'objectif avant tout. Et souvent, si ça marche pas, c'est parce que les gens sont mal formés, ou ils se forment par Internet, mais c'est vraiment loin de ce qu'il faudrait faire. Voilà, donc. Ce midi, tous les deux, on parlait aussi, c'était très important de souligner, je trouve, c'est
ne pas oublier aussi l'histoire, c'est-à-dire le passé, par où on est passé pour arriver, que ce soit au niveau de la technologie ou gouvernementale, etc. Peut-être aussi d'appuyer là-dessus, de mettre les lumière sur les gens qui ont initié ce genre de projet, pour voir comment on en est arrivé là et où est-ce qu'on doit aussi se diriger par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, quoi. Ah oui, alors ce qui est fabuleux, c'est que avec une technologie où on est parti pratiquement de rien, il y a une cinquantaine d'années, fabriquait donc quelques watts à partir de la lumière solaire. Typiquement, le panneau solaire faisait 11 watts. C'était le panneau solaire de référence, 11 watts, qui coûtait relativement cher. Et puis, avec le développement du solaire par le site isolé, dans un premier temps, mais surtout avec le raccord des réseaux, l'aide qui a été apportée à l'industrie solaire pour justement se développer, ça a permis maintenant d'avoir la technologie qui est la moins coûteuse en production d'électricité. Et donc, quand on voit l'évolution exponentielle, c'est... Oui, en si peu de temps, finalement, parce que... En une cinquantaine d'années, c'est incroyable. Et j'étais loin d'imaginer, à cette époque, qu'il y aurait cette croissance. Et je suis quand même content d'avoir pu accompagner cette filière, en partant justement pratiquement de rien, pour arriver maintenant à plusieurs dizaines de mégawatts, et elle s'impose de partout dans le monde. Et ce qui est formidable, c'est une technologie qui est accessible à tout le monde. Absolument, ouais. C'est-à-dire que il suffit d'avoir du rayonnement solaire, ça c'est le cas pour tout le monde, en plus ou moins grande quantité. Oui, mais c'est là. Voilà, et c'est là. Et puis, accessible à tout le monde dans le sens où, c'est très modulaire. Quelques dizaines de watts peut satisfaire un particulier pour ses propres besoins. Et puis, plusieurs kilowatts, plusieurs centaines de kilowatts, plusieurs mégawatts, dizaines de mégawatts, selon les applications, basées toujours sur la même technologie. Et tout ça, une énergie, une technologie, sans pièces en mouvement, Oui, c'est inerte. Voilà, et propre, qui dégage pas des gaz à effet de serre, qui est renouvelable, et ça, c'est formidable. Ouais. Et donc, la source principale, est inépuisable, si je puis dire. Un jour peut-être, mais on sera plus là normalement. Je voudrais, avant qu'on finisse, justement, on parle de l'histoire, de l'évolution. Ce midi, on mangeait ensemble et tu m'as raconté une anecdote d'un projet assez fou en Indonésie. J'aimerais que tu nous la re-racontes pour tous ceux qui nous regardent, parce que, comme on disait, de voir d'où on vient, des fois, c'est là où on se rend compte à quel point les évolutions sont folles. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire-là? Voilà, disons, dès les années fin 95 à peu près, il y avait un protocole qui avait été signé entre la France et l'Indonésie. Et dans ce cadre de ce protocole de coopération, il était prévu que la France, disons, apporte l'électrification dans 4 villages d'Indonésie qui étaient dans la jungle de Bornéo. Et donc, en tant que bureau d'études, on m'a confié justement la réalisation, la mise en œuvre de ces 4 villages, mais partant de la feuille blanche. C'est-à-dire, je connaissais ni les besoins. C'était 4 villages de 300 personnes, c'est ça que tu disais? 300. Donc, c'est pas des petits villages, là, 300 maisons. 300 maisons même. Voilà. Donc, qui étaient dispersés en pleine brousse, on va dire, d'Indonésie. Mais au départ, je connaissais ni les besoins exprimés par les utilisateurs, ni la solution technique, etc. Donc, il fallait tout imaginer. Donc, j'ai dû aller sur place, bien sûr, pour identifier ces villages, faire une petite enquête pour savoir quels étaient leurs besoins, qui étaient relativement modestes. Voilà, donc j'ai passé plusieurs dizaines de jours là-bas sur place pour revenir ensuite et après bâtir justement donc ces micro-réseaux, les estimations des besoins, le dimensionnement, quel type d'électrification. Donc on a fait le choix de réaliser des mini-réseaux alimentés par des centrales photovoltaïques, donc de 24 kW crête. Ce qui était énorme en plus, j'imagine, pour l'époque. Ouais. De manière importante. Et groupe électrogène de 40 kVA, avec bien sûr batterie de stockage, 240 volts. Donc ça, c'est intéressant, c'est des batteries DC de 240 volts. Voilà. Et ensuite, cette centrale hybride distribue sur un réseau triphasé dans le village pour alimenter chacune des maisons. Mais ensuite, pour pouvoir maîtriser la consommation d'énergie, parce que rien ne pouvait empêcher a priori que les gens consomment davantage que ce qui était prévu. Donc on a fait le choix de mettre des
compteur d'énergie dans chaque habitation qui remplissait 3 fonctions. D'abord, une limitation de puissance pour éviter que les gens dépassent une certaine puissance. Limitation d'énergie journalière pour éviter de consommer trop d'énergie. Que tout le monde soit bien au même niveau. Voilà. Et ensuite, un système d'après-paiement pour pouvoir donner un certain crédit, disons, de temps de fonctionnement avec leurs appareils. Et si les gens ne payent pas leur redevance, eh bien, ça coupe automatiquement les usages pour inciter les gens à payer parce que, justement, pour assurer la pérennité de l'installation, on souhaitait que les gens participent financièrement pour permettre... Qu'ils s'investissent aussi, qu'ils comprennent aussi ce qui se passait derrière. Et puis, pour la maintenance, etc., il fallait bien payer des mainteneurs locaux. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait avec succès. Et également aussi poursuivre cette installation à distance parce qu'elle est très isolée. Eh bien, on a mis en place un système de monitoring qui permettait de faire le suivi par satellite. Ça, c'est dingue. Donc, de Lyon, on pouvait, je dirais, se connaître chaque jour la production, la consommation, phase par phase, etc. Également la tension de la batterie, démarrer éventuellement le groupe hydrogène ou du moins vérifier si le groupe hydrogène fonctionnait correctement. Et c'était la solution. Et tu pouvais déclencher à distance, c'est ça qui est dingue. Voilà. Donc pour l'époque, c'était quand même... C'est tellement précurseur. Là, c'est exactement ça, c'est de la vraie innovation. Et en plus, on n'a pas droit à l'erreur parce que l'anecdote, c'est que pour aller dans ce village, en partant de Lyon, 1 heure d'avion jusqu'à Paris. Paris de Jakarta, 14 heures d'avion. Jakarta, Bali, Pampang, encore 5 heures d'avion. Bali, Pampang, Mamoudzou, 1 nuit de bateau. Et Mamoudzou, pour les villages, c'est encore 7 heures de 4x4 sur des routes, bien sûr, embourbées. Faut pas oublier un tournevis. Donc, on n'a pas droit à l'erreur, aussi bien dans l'installation que la maintenance. Donc ça, j'avoue que c'était un défi technique que j'ai réussi à relever, mais ça n'a pas été sans peine. Et l'autre défi technique aussi dont tu me parlais, c'était la protection pour le tonnerre, la foudre. Ah oui. Bon, justement, par rapport à cette installation aussi, lorsque je l'avais visité au préalable, on m'avait dit que le site est très, très foudroyé. Il suffisait de regarder les arbres autour. Donc, imaginez une installation photovoltaïque qui reçoit la foudre. Surtout à cette époque. Voilà, donc il a fallu effectivement imaginer une protection foudre qui soit assez efficace. Donc, de mon retour, j'ai rencontré un spécialiste de la foudre en France pour lui expliquer le problème. Et là, on a dû donc réaliser ce qu'on appelle une cage de Faraday, c'est-à-dire un certain nombre de morts métalliques interconnectés entre eux. Et puis tout ça relié à la terre pour faire une cage de Faraday pour protéger, disons, l'installation photovoltaïque. Et puis des parasurtenseurs aussi sur les départs des réseaux pour éviter justement Et Dieu merci, on a pu suivre cette installation déjà au moins pendant 2 ans. Il n'y a pas eu de souci. Ok. Et là, normalement, elle fonctionne encore, là. Ben écoutez, j'ai pas de nouvelles, malheureusement, parce que ça mais des fois, comme on dit, bonne nouvelle, voilà. peut-être. Je crains, malgré tout, ça fait quand même une vingtaine d'années. Ouais. Je pense qu'il y a eu des évolutions, à la fois techniques, etc. Donc, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner pour savoir où ça en était. Ok. Merci déjà pour cette anecdote, parce que c'est le genre de choses que j'adore. J'espère que vous avez adoré aussi. Avant de finir, comment est-ce qu'on peut soutenir Solaire Sans Frontières? Alors, Solaire Sans Frontières, manière de nous soutenir, pour ceux qui peuvent, c'est nous rejoindre, disons, dans le cadre de l'association. En tant que bénévole. En tant que bénévole. Pas forcément en tant que super technicien, parce qu'il y a toujours de quoi faire dans l'association pour des tâches non techniques. Mais évidemment, pour ceux qui ont la chance de connaître un peu le solaire ou qui sont prêts à s'impliquer, eh bien, de nous rejoindre et on peut les accompagner pour les former, pour pouvoir ensuite intervenir dans les pays du Sud. Ça, c'est une première possibilité. Une autre possibilité, c'est également de faire des dons à Solaire Sans Frontières. On va mettre le lien dans la description. Parce que même si notre vocation n'est pas, disons, de financer des projets, par contre, dans le cadre de l'accompagnement de projets, Solaire Sans Frontières complète
par exemple, des projets qui ont du mal à boucler, D'accord. ou pour financer des déplacements de bénévoles, etc. Chose qui peut pas toujours être prise en charge par localement. Donc, c'est ce matériel. Ou pour les formations aussi, on a besoin de matériel. Donc voilà, je dirais, notre vocation n'est pas de financer d'autres associations, mais de les accompagner. Il y a également des sociétés qui peuvent nous aider par don de matériel. Par exemple, don de panneaux solaires qu'on pourra réutiliser pour des projets collectifs. Et surtout, ce qui nous manque, c'est des composants type onduleur, type batterie, dispositif de protection, câbles, pour pouvoir justement aider au montage de projets et réduire l'impact financier, je dirais, pour les bénéficiaires. Okay. Donc, si je résume, des bénévoles, des dons en argent si possible évidemment, des dons en matériel. Je vous mets tous les liens en commentaire. Si tu avais un dernier message sur l'avenir du solaire ou un message pour nos auditeurs dans le solaire ou pas d'ailleurs, mais je pense que le solaire, qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir. L'expérience le montre. Et puis, de toute manière, il faut bien oublier, c'est que la seule source d'énergie en dehors de notre planète, c'est le soleil. Le soleil, donc, rayonne encore pour un certain nombre d'années. Donc, on a la chance de pouvoir bénéficier soit en énergie solaire directe ou alors indirecte, c'est-à-dire toutes les autres énergies renouvelables, l'hydraulique, la biomasse, l'éolien. Tout ça, c'est une forme d'énergie solaire. Donc, l'avenir, c'est le soleil. Et voilà, aussi bien pour l'énergie que également pour le moral. Excellent. Merci beaucoup pour cette dernière belle note, en tout cas Gérard. Merci encore pour le livre. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve à un prochain épisode. Gérard, je te dis à très bientôt. Et merci pour ton temps. À bientôt. Au revoir.